À une ère où les habitudes des lecteurs changent, vos bibliothèques sont fières de vous offrir prêtnumérique.ca, une plateforme en ligne gratuite vous permettant d'emprunter des livres numériques dans la collection de votre bibliothèque publique. Que vous désiriez suivre les aventures d'un héros dans sa chasse au dragon, celle d'un détective dans son enquête pour élucider un meurtre scabreux, ou même trouver la meilleure recette de Bob Stroganoff, le catalogue de prêtnumérique.ca vous offre un éventail de choix d'une richesse incroyable. Vous pouvez donc emprunter des ouvrages sur tous les sujets et les savourer sans même vous déplacer. Que ce soit à la maison, au travail, dans l'autobus ou au chalet. Peu importe l'heure qu'il est ou le fuseau horaire où vous vous trouvez, des milliers de livres numériques sont à votre disposition et ce, gratuitement. Après la période prescrite, vos emprunts sont automatiquement remis sur les rayons numériques de votre bibliothèque. Il n'y a jamais de frais de retard. Prêtnumérique.ca, c'est votre bibliothèque au bout des doigts. Visitez prêtnumérique.ca ou renseignez-vous auprès de votre bibliothèque. Alors, bienvenue tout le monde. Je me présente, Michel Lefebvre, directeur général de l'agence Topo. L'agence Topo, c'est un centre d'artistes de création et de production en art numérique. L'agence, en fait, c'est à la base, dans les années 90, c'était une agence de détectives dans un photoroman. Alors, c'est juste pour vous dire qu'on ne représente personne particulièrement. Alors, on a fait notre entrée, en fait, dans les médias numériques en 1998 avec la diffusion d'un radio-roman qui était aussi un site web, qui était aussi un CD-ROM sous forme de fiction aléatoire. Et depuis ce temps-là, on s'intéresse à l'édition, à la narration, à la fiction, à la poésie numérique, la littérature numérique et maintenant, beaucoup le livre numérique. On a mis sur pied ce forum autour du livre numérique parce qu'on s'intéresse essentiellement, on est rentré par le biais de l'aspect expérimental du livre numérique. Donc, on s'intéressait aux nouvelles expérimentations, à l'arrivée de la tablette, comment on fonctionne avec la tablette, qu'est-ce qu'on fait avec ça, passer de l'œuvre multimédia au projet pour tablette. Ensuite, il y a eu toute la problématique des chaînes de diffusion, de distribution, les Apple Store et autres. Et là, on a organisé déjà plusieurs formations autour du livre numérique et de la réalité augmentée en édition, avec toutes sortes de propositions expérimentales. Et on a fini aussi à Topo par produire un livre numérique. Et on s'est heurté aux enjeux de la diffusion à travers l'archivage de ces livres-là, l'inscription dans les bibliothèques nationales, l'inscription dans les différents lieux de distribution. Et on s'est aperçu aussi des difficultés de faire le suivi de la diffusion de cette publication. Alors, ce n'est vraiment pas notre spécialité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un livre dans le cyberespace, on a un livre numérique et on a perdu sa trace. Alors, ça pose la question, donc, des enjeux de la diffusion. Évidemment, tout le monde est au courant aussi des questions relatives à la vente, parce que vente et diffusion, ça va pas mal ensemble. Alors, ça pose toutes sortes d'enjeux qui sont reliés aussi beaucoup plus largement à la commercialisation de projets numériques. Alors, c'est avec plaisir qu'on commence ce forum de cet après-midi avec deux bibliothécaires spécialistes de BiblioPresto et qui vont nous parler des différentes initiatives qu'ils ont mis en place et qu'ils mettent présentement en place pour la diffusion du livre à travers le réseau des bibliothèques. Alors, j'aimerais remercier le Conseil des arts du Canada pour avoir appuyé l'organisation et la tenue de ce forum. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Jean-François Cusson, qui est le directeur général de BiblioPresto. Juste avant, vous mentionner qu'on enregistre la séance. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, fermez vos caméras. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. On est content d'être là aujourd'hui. Donc, Jean-François Cusson, directeur général de BiblioPresto, et je suis là aujourd'hui avec ma collègue Nancy Lusignan. Donc, on va venir vous parler de livres numériques, de bibliothèques et de
Comment on a fait finalement pour amener le livre numérique en bibliothèque dans différents types de bibliothèques, vous allez le voir, au Québec dans les 10 dernières années? Je vais commencer tout de suite. On va commencer avec un volet où on va un peu expliquer ce qu'est BiblioPresto, qui est donc l'organisme dont on s'occupe. Comment on a mis ça sur pied, comment on a amené le livre numérique dans les bibliothèques. On aura d'abord un volet qui parlera des bibliothèques publiques, donc les bibliothèques municipales en d'autres mots. Puis ensuite, on va basculer du côté du scolaire, donc qui est un projet beaucoup plus récent. Donc, je vais y aller tout de suite avec le partage de ma présentation. Donc, si tout va bien, on est prêt, on démarre. Et j'y vais, ça marche. Donc, BiblioPresto, qu'est-ce que c'est? Ben déjà, il faut le dire, c'est un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied par les bibliothèques pour servir les bibliothèques. Donc, BiblioPresto a été créé en 2011-2012 et l'idée, c'était vraiment pour les bibliothèques de se donner un outil pour les servir, pour les aider, les appuyer à évoluer dans le numérique. Et donc, à ce titre, notre mission, c'est de développer des produits et services pour appuyer la mission des bibliothèques. Je dis appuyer, puis je le souligne, parce qu'on n'est pas là, on n'est jamais là pour s'adresser directement à l'usager final, donc aux citoyens, à l'utilisateur des bibliothèques. Nous, on est là pour venir aider les bibliothèques, pour leur proposer des services, pour leur donner du soutien, pour qu'elles puissent réaliser leur mission. Avec les années, on en est venu à faire tout un paquet de choses. On n'abordera pas les différents projets qu'on fait aujourd'hui parce que ce n'est pas tellement l'objectif. Sur ces 6 projets-là qui sont sur l'écran, ben, je parlerai d'abord de prêt numérique et ensuite, ma collègue Nancy vous introduira au merveilleux monde de Biblius et du prêt de livres numériques dans les écoles. Donc, d'abord, ben, BiblioPresto, on est l'organisme en fait qui s'occupe de la plateforme prêtnumérique.ca que vous connaissez sans doute, en fait, que j'espère que vous connaissez, que vous utilisez régulièrement. C'est une plateforme qui, maintenant, je vais montrer les chiffres plus tard, est pratiquement un service de base dans les bibliothèques publiques au Québec. C'est accessible partout, dans à peu près toutes les municipalités ou les réseaux, peu importe où vous êtes à travers la province. Donc, BiblioPresto, prêt numérique, en fait, c'est un projet qui remonte, disons, au tournant des années 2000, début 2010. Un besoin, en fait, que les bibliothèques ressentaient d'être en mesure de diffuser, de prêter des livres numériques à leurs usagers. C'était un milieu qui était alors en émergence. On commençait à voir des livres numériques être publiés de plus en plus de maisons d'édition se tournaient dans cette direction-là. Par contre, à l'époque, il n'y avait pas de système ou de solution qui s'offrait aux bibliothèques, autre que, par exemple, un gros joueur américain qui s'appelle Overdrive, qui est une plateforme qui est très, très utilisée un peu partout dans le monde. Là. Donc, Overdrive équipe des dizaines de milliers de bibliothèques sur énormément de marchés partout dans le monde. Cela dit, en 2010-2011, ce qu'Overdrive proposait aux bibliothèques au Québec, c'était essentiellement des interfaces en anglais avec des catalogues de livres de gros éditeurs américains, ce qui répondait à une toute petite proportion des besoins, mais vraiment pas à ce que les bibliothèques au Québec voulaient faire. Donc, c'est important pour les bibliothèques de pouvoir investir le marché du livre francophone. Et donc, la seule façon pour faire ça, c'était de créer finalement notre propre solution. Principaux jalons, donc comme je le disais, Prêt numérique a été créé en 2011. En fait, la plateforme a été mise en ligne en décembre 2011, tout d'abord à BANQ, donc à la Bibliothèque nationale, et ensuite à travers d'autres bibliothèques. On avait une première phase pilote, en fait, qui devait durer toute l'année 2011, mais finalement, après 6 mois, ça allait tellement bien, puis on avait tellement de demandes des autres bibliothèques qui ne participaient pas au pilote qu'on a ouvert à la moitié de l'année aux autres. Et donc, ça a été très, très rapide. Donc, les bibliothèques publiques ont adhéré vraiment fortement à ce système-là. Ce qui a fait qu'à partir
de 2014, on a commencé à avoir des discussions avec d'autres milieux, d'autres types de bibliothèques, et notamment les gens des bibliothèques collégiales, donc les bibliothèques des cégeps, qui sont rassemblés autour d'un organisme qui s'appelle Collecto, qui est un centre de services regroupés pour les cégeps, qui sont venus frapper à notre porte en disant est-ce qu'on pourrait utiliser votre solution dans les bibliothèques collégiales? Et donc, on a fait une entente avec eux. Et depuis ce temps-là, aujourd'hui, on est pratiquement la moitié des bibliothèques collégiales au Québec qui utilisent aussi la plateforme. Le projet pour les écoles, je ne m'y attarderai pas. Nancy va le présenter en détail tout à l'heure, mais on l'a démarré depuis 2019 maintenant, mais c'est quelque chose on parle avec le ministère, avec le milieu scolaire à propos de ce projet-là. Je dirais les premières discussions doivent dater de 2013 ou 2014 à peu près. Et plus récemment, en fait, on a fait une entente avec le Bureau de coordination interuniversitaire, qui est la nouvelle appellation de ce qu'on connaissait avant sous le nom de CREPUC, donc pour pouvoir offrir prêt numérique aussi aux bibliothèques universitaires. Donc, on a quelques universités qui ont commencé à l'utiliser, notamment l'UQAM, l'Université de Montréal et l'Université Laval. Donc, c'est encore très récent de ce côté-là. Prêt numérique, c'est un projet qu'on a fait et qu'on fait toujours avec nos partenaires, nos amis de Demarc. Il y a mon ami Étienne Brault, qui est là tout à l'heure dans la deuxième partie de l'après-midi, qui va présenter du côté de Demarc. Donc, j'en dirai pas plus long sur cette compagnie. Étienne pourra en parler. Je dirais seulement que pour nous, c'est vraiment le partenaire essentiel et on travaille de façon très, très étroite avec eux depuis maintenant 10 ans. La plateforme qu'on a développée avec Demarc sous l'appellation prénumérique.ca, donc on est vraiment parti de zéro avec eux et on l'a développé sur la base des besoins qui étaient exprimés par les bibliothécaires québécois, par le feedback, les retours d'expérience qu'on pouvait avoir au Québec. Demarc commercialise cette plateforme-là à l'étranger sous le nom de Cantouk Station. Et ce projet-là, qui était au départ un besoin très, très local, très, très québécois, maintenant essaime à travers le monde et équipe, par exemple, les réseaux des bibliothèques belges, francophones, la Suisse, l'Espagne, la France, beaucoup d'antennes aussi dans le reste du Canada, aux États-Unis, etc. Donc, un beau projet québécois qui a fait du chemin. Grand principe, je n'irai pas trop en détail là-dedans, mais de façon générale, on voulait amener une solution qui soit simple aux bibliothèques québécoises, qui soit accessible et qui puisse être utilisée, peu importe la taille ou l'expertise des bibliothèques. Donc, pas seulement un système où il fallait des gens de TI pour le prendre en charge, des serveurs, etc. Un truc qui puisse être utilisé à la fois par les bibliothèques de Montréal que par une très, très petite municipalité. Et on avait aussi cette idée-là qui n'existe pas nécessairement dans d'autres marchés ailleurs dans le monde, notamment les marchés anglo-saxons, de respecter la chaîne du livre québécoise, donc de travailler avec les différents partenaires, et notamment en prenant les modèles qui existaient déjà dans le livre papier et donc qui sont codifiés dans ce qu'on appelle la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, ou plus communément la loi 51, et donc de travailler avec ces principes-là et de les amener dans le livre numérique. Ce qui nous a amené à travailler avec les éditeurs québécois, notamment avec l'ANEL, avec mon bon ami Richard Prieur, qui a maintenant pris sa retraite depuis un moment, mais avec qui on a beaucoup construit le système à l'époque. Donc, de développer ce qu'on a appelé notre modèle québécois, qui commence à dater un peu, qui a été mis en place il y a 8 ans maintenant, mais qui est toujours là et qui fonctionne encore très, très bien. Donc, grosso modo, ce qu'on a fait dans le numérique, c'est qu'on a pris un modèle très, très analogique, un modèle papier, puis on l'a importé dans l'univers numérique. Ce qui fait qu'on a notamment on a amené des concepts ou des notions qui peuvent paraître étranges aux néophytes, qui ne semblent pas adaptés à l'univers numérique, mais qui fonctionnent néanmoins, notamment cette notion d'exemplaire. Et donc, par exemple, les licences de livres québécois qui sont vendues aux bibliothèques en ce moment ne prévoient pas de simultanéité d'accès.
Ce qui fait que si je suis une bibliothèque, j'achète une licence sur un livre, je la prête à une personne à la fois. Ce n'est pas du tout intuitif comme principe pour les gens qui utilisent le service la première fois. Le réflexe de l'usager va être de dire à la bibliothèque, ben voyons donc, dites-moi pas que votre livre numérique est emprunté, vous l'avez, le fichier, là, il n'est pas disparu. Mais c'est vraiment un modèle, en fait, où on crée de la limitation, mais pour des raisons économiques, pour des raisons d'équilibre de l'ensemble du système et de la chaîne de valeur. Cela dit, on a d'abord fait le projet avec les éditeurs québécois, avec les distributeurs, les libraires québécois, parce que c'était d'abord ça qu'on voulait aller chercher en bibliothèque. Par la suite, on s'est tourné naturellement vers le marché français, donc en essayant de travailler avec la plupart des grands groupes en France, que ce soit Madrigal, Éditis, Hachette, Albin Michel, etc. Et les évolutions, en fait, sur les modèles de licence sont beaucoup venues de la France. Des groupes d'éditeurs ou de distributeurs en France qui ont introduit des notions de simultanéité. Donc, d'aller, par exemple, varier sur la notion du prix grand public, de vendre l'œuvre plus chère, mais avec la simultanéité d'accès, avec des conditions qui rapprochent plus le livre numérique d'un réel écosystème numérique et d'une économie différente. Donc, je vous mets là certains des types de licences. Je vous le montre un peu sur ce qu'on retrouve, par exemple, en France. Je vous le montre notamment pour un peu illustrer la complexification d'un système. Donc, de plus en plus, par exemple, en France, chaque groupe éditorial va avoir son propre modèle de licence, va le mettre de l'avant, etc. Puis, comme vous le voyez, c'est un peu la même chose aux États-Unis. Donc, dans le Big Five, les gros éditeurs américains vont avoir leur propre modèle de licence. Ce qui peut avoir du sens dans une perspective d'entreprise, dans une perspective de dire, ben moi, je veux être en mesure de gérer ma mise en marché. Mais je vous dirais, ce qui est de plus en plus complexe à gérer du côté des acheteurs, qui sont les bibliothécaires, qui, lorsqu'ils vont sur la place du marché du libraire, doivent être extrêmement attentifs, non seulement aux titres qu'elles veulent acquérir, mais aussi aux conditions sous lesquelles ces titres-là sont vendus. Parce qu'un certain livre numérique, par exemple, ben, vous le voyez dans le cas des conditions de licence des joueurs américains qui parfois sont très restrictives. Donc, un Simon & Schuster qui me vend une licence pour 1 an seulement, je dois bien y réfléchir parce qu'à la fin de l'année, peu importe si le livre, je l'ai prêté 20 fois ou je ne l'ai pas prêté du tout, la licence disparaît, je dois le racheter si je veux le conserver. Alors que d'autres m'offrent de la pérennité, d'autres m'offrent de la simultanéité, il y a des variations de prix. Et un peu de la même façon, de notre côté, sur Prêt numérique, dans le côté administratif pour les bibliothèques, les portails de gestion, on a dû travailler et on travaille encore fort pour développer les outils pour permettre aux bibliothécaires de gérer cette complexité-là, de faire en sorte que, par exemple, elles soient averties quand un livre va atteindre son échéance ou que l'ensemble des prêts consentis dans la licence va être consommé, ou, par exemple, d'être capable de gérer des listes de réservation numériques. Donc, la notion d'exemplaire crée nécessairement un effet de rareté. Donc, ça veut dire que le livre n'est pas disponible, les gens vont le réserver, vont se mettre en file d'attente. Une bibliothèque ne veut pas nécessairement avoir une file d'attente qui dure pendant 12 ans. Et je le dis en blague, mais ça s'est déjà vu. Donc, on veut le savoir pour être en mesure, le cas échéant, de racheter des exemplaires supplémentaires de façon à donner accès à nos usagers plus rapidement. Cela dit, je suis revenu au début. Désolé. Bon. Cela dit, on a beaucoup travaillé avec les éditeurs, tant au Québec, en France, dans le reste du Canada, aux États-Unis. Il y a encore bientôt des groupes éditoriaux américains qui vont embarquer sur la plateforme. Et maintenant, ce qui est proposé aux bibliothèques, c'est la très grande majorité des titres publiés en numérique de l'édition générale. Donc, par exemple, au Québec, il n'y a plus vraiment d'éditeurs qui fait du livre numérique qui ne les vend pas aux bibliothèques. Dans certains cas, ça a été un peu plus long, ça a été un peu plus compliqué. Il y en avait qui avaient des réticences au début, qui n'ont pas adhéré tout de suite, par exemple, dès 2011 ou 2012 auprès de livres numériques. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. En fait, les éditeurs dont nous n'avons pas les titres numériques en bibliothèque, ce sont les éditeurs qui n'en font pas.
Donc, il n'y a plus vraiment d'exception ou de gens qui refusent de vendre leurs livres aux bibliothèques. C'est vrai au Québec, mais grosso modo, c'est vrai pour la France aussi. On a accès à la plupart des grands catalogues maintenant. La plupart des grands groupes sont là. C'est assez rare qu'on cherche à acquérir un livre numérique et qu'il n'est pas commercialisé pour les bibliothèques. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a des conditions de licence qui varient vraiment d'un groupe à l'autre. Je pense par exemple au groupe Hachette en France, qui est quand même le plus grand groupe éditorial qui représente pratiquement le tiers de l'édition généraliste. En France, ben, Hachette a des conditions de licence extrêmement difficiles pour les bibliothèques. Donc, les livres sont à la fois très chers, il n'y a pas de simultanéité. Avant, c'était des achats pérennes, ils viennent de changer leur modèle de licence. Maintenant, c'est des achats pour 5 ans seulement. Donc, très, très difficile. Et Hachette, par exemple, ben, fait souvent en sorte que leurs titres en nouveauté vont être 3 à 4 fois le prix de vente grand public. Ce qui fait que pour une bibliothèque, il n'est pas rare d'avoir une nouveauté qui va être vendue à 100, 120, 130 $ l'exemplaire. Dans ces cas, ben, quand on n'a aucune forme de simultanéité, surtout sur des titres très populaires, ça peut faire rapidement en sorte qu'on a des longues files de réservation. Et là, une bibliothèque ne peut pas nécessairement se permettre d'acheter 30 exemplaires à 130 $ pièce. Ça voudrait dire qu'elle dépenserait une proportion un peu débile de son budget sur un seul titre. Donc, ça peut créer de la frustration, surtout quand on a à côté un autre titre pour lequel on n'a pas acheté plus d'exemplaires, mais cette licence-là permet de la simultanéité. Donc, du point de vue de l'usager, il se dit, OK, mais pourquoi pour le livre X, il faut que j'attende 3 ans avant d'y avoir accès, alors que l'autre livre, j'y ai accès tout de suite. C'est 2 nouveautés, c'est 2 livres populaires, il ne devrait pas avoir de différence. Donc, ça, c'est un défi qui est là et qui va sans doute rester dans les prochaines années. Même chose ben, pour les éditeurs canadiens, les éditeurs américains. Donc, il y a une ouverture, il y a une belle collaboration, surtout avec les gens de eBand Canada, avec les éditeurs indépendants canadiens. Du côté américain, c'est toujours un peu plus compliqué et on sait que nos collègues, en fait, aux États-Unis de l'American Library Association sont régulièrement en porte-à-faux, un peu en guerre contre les éditeurs américains qui changent leur modèle, qui les durcissent, qui n'acceptent pas de vendre certains livres. Le plus récent cas, que je n'ai pas mis le logo sur ma slide, mais le plus récent cas qu'on rencontre aujourd'hui, c'est du côté d'Amazon. Amazon, avec son programme d'auto-édition, de publication, est devenu pratiquement aux États-Unis le 6e plus gros éditeur en importance. Et en ce moment, Amazon refuse complètement de vendre ces titres-là aux bibliothèques américaines. Et ce sont des titres, c'était relativement marginal il y a quelques années. Maintenant, il y a des titres là-dedans qui commencent à avoir une portée assez importante. Donc, ça peut être problématique dans certains cas. Puis on entend, je pense que je lisais encore cette semaine, certains États américains qui sont en train de légiférer là-dessus. Je pense que je voyais, c'était un projet de loi mis de l'avant par le gouverneur du Maryland qui allait amener une loi qui ferait en sorte qu'un éditeur ne pourrait pas refuser de vendre un livre numérique à une bibliothèque publique. Maintenant, ben, du côté du livre audio, en fait, c'est super intéressant parce que pour nous, c'est un médium relativement récent. Évidemment, le livre audio existe en bibliothèque sous forme de CD depuis des années. Là. Ça doit faire 15 ou 20 ans que ça existe. Cela dit, la production a toujours été extrêmement faible. Il y avait 1 ou 2 éditeurs québécois qui en faisaient. Je pense par exemple à Alexandre Stanquet, il y a La Montagne secrète ou Planète rebelle. Mais grosso modo, c'était essentiellement des contenus français, donc du côté par exemple de Gallimard ou de Actes Sud. Il y avait une certaine production, mais qui était assez limitée. Le numérique, évidemment, est venu changer la donne. On voit que du côté canadien, du côté américain, le livre audio en bibliothèque est extrêmement populaire depuis 5-6 ans. Nous, ici, c'est beaucoup plus récent. Donc, par exemple, sur Prêt numérique, on a commencé à intégrer, à supporter le livre audio depuis le printemps 2018. Avec un catalogue encore limité. On a de plus en plus de titres, de plus en plus de production qui nous vient du côté de la France.
Donc, il y a une structuration des activités du livre audio qui se fait là-bas. Il y a, par exemple, maintenant un Grand Prix du livre audio, il y a des festivals, il y a des structures qui ont été créées. Je pense, par exemple, à Audiolib, qui est une espèce de joint venture entre le groupe Hachette et Albin Michel qui produit du livre audio. Du côté de Gallimard aussi, ils en font de plus en plus, Actes Sud aussi. Par contre, du côté québécois, c'est encore relativement maigre. Puis peut-être qu'Étienne pourra me corriger plus tard si je me trompe, mais je pense que du côté québécois, on a accès à quelque chose comme peut-être 600 ou 700 titres. Donc, sur l'ensemble du catalogue, c'est évidemment très, très faible. Par contre, nous, ce qu'on a vu pour les bibliothèques, puis je vous montrerai les chiffres, on va le voir tout à l'heure, c'est une incroyable croissance du livre audio en ce moment. Donc, il y a énormément de demandes et les bibliothèques en achètent de plus en plus et les gens les empruntent de plus en plus. Donc, c'est assez intéressant. Pour lire le livre audio, bien, on a notre propre lecteur web, donc on peut emprunter en direct sur la plateforme Prêt numérique le livre audio pour être en mesure de l'écouter en ligne. On a aussi maintenant un lecteur web qui nous sert à accéder à un livre numérique sans avoir besoin de le télécharger. Donc, j'ai mon petit gift animé qui illustre la chose, mais donc on est capable maintenant de lire un livre directement à même notre furteur, donc sans rien faire d'autre. On a lancé aussi, ça fait déjà 2 ans, mais c'est surtout en 2020 qu'on a fait du chemin là-dessus, donc nos propres applications de lecture, encore une fois développées avec nos amis de marque. Donc, nos applications de lecture sont à la fois disponibles sur iOS et Android. Elles sont évidemment gratuites. Et le principe de ces applications de lecture-là, c'est qu'elles sont à la fois la collection de la bibliothèque et le moyen de lire, d'accéder au contenu. Donc, typiquement, vous téléchargez l'application, vous allez choisir votre bibliothèque, la bibliothèque à laquelle vous êtes abonné dans la liste, et vous allez vous authentifier auprès de votre bibliothèque avec, comme d'habitude, votre numéro de carte d'abonné, un NIP, etc. Et là, dans l'application, vous voyez l'ensemble des livres de la bibliothèque. Vous pouvez faire des emprunts, vous pouvez faire des réservations. Ça fonctionne à la fois pour le livre numérique traditionnel, le livre numérique, même le livre, les EPUB 3, les livres enrichis, mais aussi le livre audio. Et on voit quand même une progression d'utilisation assez importante de cette application-là, notamment parce qu'elle est simple, elle fonctionne bien. Une des raisons, je pense, qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est que dans le cadre de cette application-là, on a essayé de complètement délaisser ce qu'on appelle la question des DRM, donc des verrous numériques. Vous êtes sans doute familier, si vous connaissez un peu le livre numérique, de façon générale, dans l'industrie, depuis une dizaine d'années, le format, le standard qui domine, c'est le DRM d'Adobe, aussi appelé l'infâme DRM d'Adobe. Donc, pour les puristes, c'est le ACS4, c'est un peu le nom de code. C'est lourd à utiliser, c'est très cher pour les bibliothèques et Adobe a une incroyable créativité en termes de création de nouveaux cas problèmes ou de bugs, etc. Qui sont évidemment jamais documentés nulle part et pour lesquels ils ne donnent absolument aucun service, ce qui fait qu'avec les années, avec l'expansion, la popularité du livre numérique, du côté des bibliothèques, la gestion du DRM et de tout le support technique qu'on doit donner lié presque exclusivement à ça, c'est devenu extrêmement lourd. Donc, on a choisi, dans le cadre de ces applications-là, de délaisser ça et clairement, notre objectif à terme, c'est de se débarrasser complètement d'Adobe pour aller vers d'autres types de verrous. Évidemment, on est dans une logique, on travaille avec des éditeurs, on est en bibliothèque, on ne donne pas des fichiers numériques, donc on a besoin de pouvoir travailler avec des verrous, on a besoin de pouvoir offrir un certain niveau de sécurité, ça on en est complètement conscient. On est allé avec cette solution-là, notamment parce que plutôt que d'être développé par un géant international, une compagnie privée sur laquelle on n'a absolument aucune
prise. Ben, au contraire, LCP, c'est un format ouvert qui est développé par vraiment la communauté internationale qui s'est structurée autour du livre numérique, essentiellement autour de deux organismes, donc la Fondation Ridium, qui est une fondation internationale, et dont, si je pourrais dire en gros guillemets, le bras armé serait EDR Lab, qui est un laboratoire qui est basé à Paris, qui s'occupe vraiment de façon très, très concrète du développement des standards, qui travaille très fort notamment sur le développement des standards EPUB avec le W3C maintenant, mais aussi c'est eux qui sont responsables du développement du format LCP maintenant, donc de ce verrou-là. Et on a une belle collaboration avec eux et c'est un organisme à Paris qui se veut neutre. Il y a la plupart des grands groupes français participent à EDR Lab. Le ministère de la Culture en France en est membre, de marques qui participent activement aussi, mais il y a des acteurs du monde du livre numérique d'un peu partout dans le monde qui y participent. Donc, ça assure pour nous une forme beaucoup plus intéressante d'ouverture, de partenariat, de collaboration qu'on apprécie beaucoup. Maintenant, je vous reviens peut-être à des résultats un peu plus concrets, donc pour vous montrer la portée de ce qu'on a fait. Donc, actuellement, Prénumérique est utilisé par 170 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques. C'est important de le mentionner parce que, par exemple, pour nous, la Bibliothèque de Montréal, c'est une bibliothèque, alors que dans les faits, il y a 45 bibliothèques dans le réseau des bibliothèques de Montréal. Donc, on travaille avec toutes les bibliothèques publiques au Québec, avec évidemment BANQ, donc qui est un de nos partenaires fondateurs. On travaille aussi depuis maintenant un bon nombre d'années avec le réseau des bibliothèques du Nouveau-Brunswick, qui est venu frapper à notre porte pour tout simplement parce qu'ils avaient une population francophone à desservir. Et un peu comme nous, ils n'avaient pas de solution qui leur était proposée par les gros fournisseurs américains. Alors, on a offert le service au Nouveau-Brunswick. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, les bibliothèques collégiales, les bibliothèques universitaires et maintenant les bibliothèques scolaires. Qu'est-ce que ça représente, prêts numériques jusqu'à maintenant? On est presque rendu à 14 millions de prêts de livres numériques qui ont été réalisés depuis qu'on a lancé la plateforme. C'est très, très concret aussi à un niveau économique dans la mesure où les bibliothèques au Québec ont acheté plus d'1 million de livres numériques depuis qu'on l'a lancé, ce qui représente à peu près 20 millions en valeur d'acquisition. En fait, on est rendu un peu plus que 20 millions. Pour l'économie du livre dans son ensemble, je dirais que ce n'est pas des chiffres très élevés. Cela dit, pour l'économie du livre numérique au Québec, 20 millions, c'est quand même quelque chose de très significatif. Ce qui est super intéressant, puis qui continue de se maintenir année après année, c'est que la majorité des livres, la grande majorité des livres que les bibliothèques achètent et la grande majorité des livres que les gens empruntent, ce sont des livres québécois. Et ces chiffres-là sont beaucoup plus importants que ce qu'on retrouve tant dans la vente grand public, de livres numériques, de livres papier, même ce que les bibliothèques achètent en livres papier, il n'y a pas cette proportion-là. Donc, on n'a pas vraiment d'hypothèse pour l'expliquer, mais c'est quelque chose qui perdure, puis on voit qu'il y a vraiment un attrait pour l'édition, pour la publication québécoise dans le numérique en bibliothèque. Ça représente aussi beaucoup de gens qui ont essayé la plateforme, qui en ont été soit des expérimentateurs à un certain moment donné ou des utilisateurs très, très réguliers. Mais 730 000 personnes, c'est assez important. Pour vous donner une idée, en fait, on calcule qu'en général, il y a grosso modo 35 de la population québécoise en moyenne qui est abonnée à sa bibliothèque publique. Donc, vous faites un petit calcul rapidement, 8 millions d'habitants fois 35 730 000, ça veut dire que c'est une bonne proportion des utilisateurs des bibliothèques publiques au Québec qui sont aussi des utilisateurs du numérique. Et les bibliothèques proposent plein de services numériques, plein de types de bases de données, de ressources. Prêts numériques est de loin la ressource la plus utilisée en bibliothèque. Au niveau des chiffres, vous voyez qu'on a une belle progression qui ne se dément pas. Donc, année après année, le prêt numérique gagne en popularité au Québec. Puis tout à coup, on a une année 2020 qui arrive et où tout explose soudainement. Vous vous en doutez pourquoi? Je vous ai mis quelques
quelques petites indications un peu plus précises. Donc, on se rappelle tous, malheureusement, la mi-mars 2020, quand tout à coup le Québec au complet a fermé. Quand le Québec au complet a fermé, ça comprenait aussi les grandes surfaces, les librairies, les bibliothèques. Donc, le 13 mars, quand le Québec a été mis sur pause, l'accès aux livres a tout à coup été pas impossible, mais très, 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 très difficile. Et là, on a vu vraiment une explosion de notre côté. Si vous regardez les colonnes d'avril, donc la comparaison entre 2019 et 2020, on est passé tout à coup d'une moyenne où on prêtait à peu près 5 000 livres par jour à 15 000. Donc, ça a augmenté très, très fortement, très rapidement. Vous voyez que la courbe commence à redescendre un peu à partir de l'été 2020, ce qui coïncide aussi avec une réouverture graduelle tant des librairies que des bibliothèques. Donc, tout à coup, l'accès aux livres devenait quelque chose qui redevenait facile. Mais si on le regarde sur l'ensemble de l'année, vous voyez en fait que à partir de l'automne, ça a commencé à remonter. Depuis le début de l'année, si vous regardez les petites colonnes, les 3 colonnes en gris au tout début, c'est resté à des niveaux quand même assez élevés. Donc, on a connu un pic au printemps 2020, au moment où la pandémie a vraiment touché le Québec. Ça a diminué après, mais on n'est jamais retourné au niveau pré-mars 2020, ce qui est quand même intéressant parce que ça montre pour nous que ce n'était pas juste un effet de confinement, voire un effet de mode, que ça a créé des usages, ça a amené des gens à s'y intéresser, peut-être par dépit parce qu'ils voulaient lire puis il n'y avait pas d'autre façon d'accéder à des livres. Mais on voit qu'il y a vraiment une rétention importante. Donc, on a créé des nouveaux usagers et on les a gardés. Pour le livre audio, c'est intéressant. Puis, ce qui est particulièrement intéressant pour le livre audio, c'est que le pic, on ne l'a pas connu en avril 2020, mais en fait, on a connu un premier pic en avril 2020, mais au lieu d'avoir une courbe qui redescend et qui se stabilise, ça a continué d'augmenter. Donc, en fait, les pics du livre audio, c'est en 2021 qu'on les connaît. Et suivant cette popularité-là, ce qu'on voit aussi, c'est que les bibliothèques, ils en achètent de plus en plus et ils consacrent de plus en plus de budget. Donc, je vous l'ai écrit, mais je pense que c'est quand même assez stupéfiant comme figure. Entre le mois de janvier 2019 et le mois de janvier 2021, il y a eu 780 d'augmentation du prêt de livres audio en bibliothèque. Donc, très, très fort. Puis, on ne voit pas d'essoufflement ou de ralentissement encore de ce côté-là. Le prêt par catégorie de livres, ça aussi, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant. Ça ne sera pas une surprise pour personne de dire que ce qui fonctionne le plus en livre numérique, c'est le roman. C'est le roman adulte. C'est vraiment ça qui fonctionne. Cela dit, ce qui est le fun, je vous montre le graphique de 2020. Si je vous avais montré un graphique des années précédentes, la proportion du roman adulte aurait été encore plus importante, plus dominante. L'une des différences que nous avons notées qui est vraiment très, très, très importante en 2020, puis on le voit bien dans ce tableau-là, c'est la très grande progression dans les derniers mois de l'utilisation du livre jeunesse en numérique. Le livre jeunesse, les bibliothèques en ont toujours acheté, mais quelque part, les bibliothèques en achetaient plus que les usages réels. Donc, année après année, les bibliothèques constituaient des belles collections de livres numériques jeunesse. Ça représentait on était autour de, je pense, 15 des collections proposées aux usagers qui étaient de livres jeunesse numériques. Par contre, au niveau des prêts, ça stagnait entre 4 et 5 Donc, les bibliothèques voulaient développer ce créneau-là, ils croyaient, puis il n'y avait pas énormément de demandes grand public.
Et là, tout à coup, qu'est-ce qu'on voit en 2020? On voit un paquet de parents qui sont pris à la maison avec leurs enfants, qui sont, puis j'en témoigne personnellement, j'ai 2 garçons de 5 et 7 ans, complètement écœurés de lire les mêmes albums qu'on a sous la main à la maison. La bibliothèque est fermée, la librairie est fermée. Qu'est-ce qu'on fait? On découvre qu'on peut emprunter des albums sur son iPad et le regarder avec ses enfants. On découvre aussi que lire un livre numérique sur une tablette, ce n'est pas du temps d'écran. Ça peut être du temps de qualité, ça peut être autre chose. Fait qu'on a vu vraiment une progression de ça. Et encore là, on a créé des nouveaux usages. Quand on regarde en ce moment les chiffres, le livre jeunesse n'a pas rediminué, n'est pas revenu au niveau pré-pandémique, comme on pourrait l'appeler. Fait que c'est super intéressant. Et ça me permet de faire un lien avec la conférence de ma collègue Nancy qui va suivre tout de suite après, donc qui va porter sur le livre numérique en contexte scolaire. Les chiffres qu'on a eus du côté des bibliothèques publiques nous montrent qu'il y a tellement un marché potentiel du côté jeunesse important qui commence à peine à se construire, à se consolider, à structurer. Il y a énormément de choses à faire de ce côté-là dans les prochaines années. En terminant, pour le fun, juste vous donner des petites infos. Je vous ai fait des tops parce que c'est toujours agréable de regarder des tops. Donc, ça, c'est vraiment les livres depuis le 1er janvier 2021, donc les livres les plus populaires en ce moment. Je le montre comme ça. Ça ne sera pas énormément différent de ce que vous allez voir sur les tops qui sont publiés, par exemple, le palmarès Gaspard de la BTLF qui parle des meilleurs vendeurs en librairie. Par contre, encore une fois, si vous regardez un peu la liste des titres, la liste des éditeurs, sur les 10 livres les plus populaires cette année, on a un seul livre qui n'est pas québécois. Donc, c'est quand même super intéressant. Quand on regarde même de façon plus large le top 100 des livres les plus populaires, je pense que j'en ai 85 qui sont québécois. Donc, c'est encore très, très, très fort. Il faudrait trouver un angle pour étudier ce phénomène-là, mais je le trouve super intéressant. Côté de livre audio aussi, un petit top, puis vous voyez que dans certains cas, notamment le livre de Kim Thuy et celui de Michel Jean, il y a une adéquation entre le livre numérique et sa version audio numérique. Encore là, vous voyez que dans le livre audio, les Français vont chercher la moitié du top 10. Pourquoi? Parce que je pense qu'en ce moment, pour chaque livre audio québécois publié, il doit y en avoir une dizaine de livres français qui sont publiés. Donc, l'offre est tout simplement beaucoup plus importante de ce côté-là. Donc, c'est ce qui fait le tour de mon côté. Je crois que s'il y a des questions, on va les prendre à la toute fin de la présentation. Donc, voilà, je vais lâcher mon partage d'écran et passer la main à Nancy. Donc, bonjour à tous. Vous me confirmez que vous voyez bien la présentation? Oui, parfait. Donc, merci Jean-François et pour l'introduction, en fait, pour tout ce qui est prêt numérique. Comme le disait Jean-François, en fait, moi, je viens vous parler du projet Biblius, qui constitue à déployer le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires québécoises. Une présentation, en fait, c'est pas. Allons-y. Je commence avec une toute petite introduction. En fait, Jean-François a fait la meilleure introduction qu'on ne pouvait pas avoir pour le projet, mais je mets quand même certaines précisions pour qu'on s'entende sur la compréhension des prochains éléments d'ici les prochaines 30 minutes. Donc, premièrement, il faut distinguer le livre numérique de l'application, le livre-application. Donc, s'il y en a qui ont assisté aux présentations des 2 conseillères pédagogiques qui ont présenté jeudi dernier toujours dans le cadre du forum Mutation, mais en présentant le volet pédagogique, elle parlait des grands besoins du milieu scolaire, mais elle mentionnait également que l'utilisation de l'appli livre peut être quelque chose de très intéressant pour le milieu scolaire. Toutefois, ça pose plusieurs enjeux, la question de l'application. Bien, de un, ça coûte très, très, très cher à développer. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars à développer et un gros enjeu technique, technologique de maintenir ça à jour sur les différentes plateformes. Donc,
Bref, nous, on se concentre, quand on parle de livres numériques, quand Jean-François en a parlé, quand moi, je vais en parler pour la suite, on ne parle pas du livre, de l'application, mais on parle bien du livre numérique. Le livre numérique sous différents formats, traditionnellement PDF, mais également en format EPUB, en format livre audio. Comme Jean-François l'a expliqué en d'autres mots, le livre numérique en tant que fichier, eh bien, au même titre qu'un document Excel ou un document Word, eh bien, il faut avoir un endroit physique pour l'entreposer, que ce soit un serveur, une clé USB ou une plateforme permettant de gérer le prêt numérique. Mais ça prend également un outil pour pouvoir le lire. Donc, si on veut lire un document Word, on doit avoir la suite Office sur notre ordinateur. Bien, c'est la même chose. Si on veut lire un livre numérique, on doit avoir un logiciel, un appareil, une application, quelque chose qui nous permet de lire le fichier. L'élément suivant, c'est une évidence, mais on le mentionne quand même. Le livre numérique est soumis à la loi du droit d'auteur, bien entendu. L'aspect des licences, Jean-François a fait une excellente introduction sur pourquoi on utilise des licences en bibliothèque. Donc, il y a une différence entre faire l'acquisition d'un livre numérique en tant qu'individu. Donc, quand on achète un livre numérique comme individu, on achète le fichier et il nous appartient pour la vie et l'éternité. Alors que en tant que bibliothèque, quand on veut faire le prêt de livres numériques, on n'achète pas un fichier, on achète un droit d'utilisation, une licence qui définit les conditions d'utilisation, le nombre de prêts, la simultanéité et tout. Et dernière petite précision qui est très importante dans le cadre du projet Biblius, c'est la différence entre la plateforme elle-même et son contenu. Donc, Biblius, comme prêt numérique, si on veut faire un parallèle très, très simpliste, c'est l'équivalent du local physique de la bibliothèque, des étagères et du logiciel qui gère le prêt et le retour. Donc, on peut mettre différentes collections dans cette bibliothèque numérique-là. Chaque milieu peut développer sa propre collection, on peut avoir des possibilités de collection centralisées, mais c'est vraiment une distinction importante à faire pour la suite des concepts. En termes d'introduction aussi, je pense que c'est important de prendre le temps de regarder quelques chiffres. Le milieu scolaire québécois, qu'est-ce que c'est? D'abord, je parle de milieu scolaire québécois, je parle en fait de tout ce qui est du préscolaire à la fin du secondaire 5, ainsi que la formation générale aux adultes et la formation professionnelle. Donc, ce qui est cégep, collégial et universitaire ne sont pas inclus dans les chiffres que vous trouvez ici. Donc, le milieu scolaire québécois, c'est quoi? C'est 61 centres de services scolaires, 11 commissions scolaires. Auparavant, jusqu'à l'an dernier, c'était 72 commissions scolaires, mais il y a une distinction administrative. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ça regroupe un peu plus de 3000 écoles. Sur ces 3000 écoles-là, il y a près de 300 établissements d'enseignement privé. Il y a également des écoles dédiées pour les Premières Nations et les milieux inuits. Donc, c'est un public très, très, très large. Et finalement, c'est un peu plus de 1 300 000 élèves au Québec qui sont dans ces ordres d'enseignement-là. Et bien sûr, à ça s'ajoutent plusieurs dizaines, proches de centaines de milliers de membres du personnel, donc des enseignants, des bibliothécaires professionnels, mais également des enseignants, mais tous les professionnels qui gravitent autour de l'élève. Donc, on pense bien évidemment à des bibliothécaires professionnels, mais aussi des conseillers pédagogiques, comme les deux dames qui ont présenté la semaine dernière, des orthopédagogues, des orthophonistes, des psychoéducateurs, donc vraiment tout le monde de l'éducation. Je fais une petite mise en contexte pour vous parler un peu de l'origine du projet Biblius. D'abord, ce n'est pas parce que la plateforme est tout récente qu'il n'y avait pas de besoin auparavant. Au contraire, les besoins dans le milieu scolaire pour l'accès à du livre numérique sont là depuis longtemps, en fait. Et Jean-François l'a nommé tantôt, les discussions concernant l'éventualité d'une plateforme en bibliothèque scolaire sont dans les cartons là, avec le ministère, avec les différents intervenants depuis 2013, ça fait longtemps. Disons que les discussions sont en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands besoins. L'urgence des besoins, ce sont les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, qu'on appelle les EHDAA en bon jargon. Donc, des élèves qui parfois ont une dyslexie, qui ont besoin d'avoir accès, qui ne peuvent pas lire le livre papier. Donc, ils ont besoin d'avoir la version numérique pour pouvoir l'utiliser, par exemple, avec un logiciel qui va faire la synthèse vocale. Donc, qui va les aider au niveau du décodage. Ça, c'est un exemple, mais il peut y avoir différents niveaux d'handicap. Des fois, c'est un handicap physique, moteur, qui ne permet pas à l'élève de tenir son livre. Donc, plusieurs grands besoins à ce niveau-là.
Il y a également tout le volet de l'exploitation pédagogique en classe. Les deux prédécesseurs, la semaine dernière, ont fait une présentation vraiment très, très intéressante qui faisait un beau tour d'horizon de tout le potentiel et l'intérêt du livre numérique pour les milieux de l'éducation, notamment la pertinence de pouvoir projeter un livre sur le tableau numérique interactif dans le cadre d'une leçon, que ce ne serait-ce que pour faire une lecture interactive avec des élèves, pour pouvoir travailler des inférences, donc analyser des images dans le cadre d'un apprentissage. Donc, il y a vraiment un potentiel très, très grand et des demandes importantes. Élément très important aussi pour le milieu scolaire, c'est la question de la simultanéité. Et c'est là que vous allez comprendre tranquillement les différences entre le prêt numérique et le projet Biblius. Donc, un des besoins fondamentaux du milieu scolaire, c'est la question de la simultanéité. Donc, on veut pouvoir permettre, par exemple, à toute une classe d'élèves de lire le même roman en même temps. C'est un besoin vraiment, vraiment important. Il y a aussi les autres besoins qui ne sont pas spécifiques au milieu scolaire, mais qui demeurent quand même fondamentaux. C'est la question, par exemple, de l'accès aux livres en région éloignée, donc dans les milieux où l'accès physique à la bibliothèque est compliqué, où il n'y a simplement parfois pas de bibliothèque physique, mais aussi l'accès à la bibliothèque scolaire en dehors des heures de classe. Donc, la fin de semaine, le soir, un élève lecteur, ses parents n'ont pas toujours le temps, la possibilité d'aller visiter sa bibliothèque publique. Donc, d'avoir accès à la bibliothèque de classe ou la bibliothèque scolaire en dehors des heures, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a un besoin qui est demandé. À ceci s'ajoutent, bien entendu, les besoins d'accéder aux livres dans un contexte de pandémie. Ça, ce n'est pas une surprise, c'est assez évident, mais là, j'étais dans le pré Les origines de Biblius. Ça, c'était les besoins. Maintenant, les enjeux. Bien sûr, avant l'arrivée de Biblius, avant l'arrivée d'une plateforme permettant de faire le prêt et la gestion des fichiers des livres numériques, il y avait acheter un livre numérique en bibliothèque scolaire en milieu scolaire était un grand, grand, grand défi. Il posait plein d'enjeux. Le premier étant, bien entendu, la question de la loi des droits d'auteur. On sait qu'un livre numérique, c'est soumis à la loi du droit d'auteur, bien entendu. Toutefois, si on acquiert un fichier et qu'on n'a pas de plateforme, un outil vraiment rigoureux et bien construit pour le gérer, on doit développer des méthodes maison pour le gérer. C'est-à-dire, par exemple, si j'achète un fichier, est-ce que je le mets sur une clé USB pour le donner à mon élève? Est-ce que je le mets sur un drive? Comment s'assurer que le livre n'est pas copié et qu'il y a un respect du droit d'auteur? C'est toute une question qui demande, qui soulève beaucoup de défis, qui demande beaucoup de temps sur le terrain parce que tout le monde est de bonne volonté, tout le monde veut respecter ça, sauf que sans outils techniques pour le faire, disons que ça demande beaucoup de créativité. Des enjeux technologiques. Le premier, c'est la question de l'application, j'en ai parlé un petit peu, mais les appareils. En milieu scolaire, ce ne sont pas tous les élèves qui ont leur appareil en main à eux. Ce qu'on voit la plupart du temps, surtout dans le milieu public, ce sont des flottes, par exemple, de portables ou de iPad qui sont partagées d'une classe à l'autre. On peut, par exemple, trouver 3-4 flottes d'une trentaine d'iPads qui vont se promener puis circuler dans l'école. Donc, ça crée des enjeux, des difficultés à savoir si j'emprunte un livre ou je le mets, si j'achète un livre, un fichier, je me dis, je vais le mettre sur l'iPad de la classe. Bien, souvent, l'iPad de la classe, il se promène d'une classe à l'autre. Il y a un bel enjeu là-dessus. Mais aussi, et principalement, c'est que les plateformes offertes en bibliothèque publique, notamment principalement prêtnumérique.ca, on pourrait se demander pourquoi on n'utilise pas simplement cette plateforme-là. Eh bien, le milieu scolaire s'est posé la question et il y a eu plusieurs projets pilotes qui ont eu lieu dans les dernières années pour tester justement cette plateforme-là, notamment au Centre de services scolaires Seigneurie des Mille-Îles en 2015-2016, où la bibliothécaire scolaire a vraiment fait un projet pilote. Elle a documenté l'expérimentation, l'utilisation de la plateforme Kantouk dans un contexte scolaire. Et ce qui est ressorti de cette expérimentation-là, c'est vraiment que c'est une plateforme qui, en fait, ce qui est ressorti de là, c'est que les besoins du milieu scolaire diffèrent de celles des bibliothèques publiques. Par exemple, on souhaite pouvoir avoir un accès qui est facile, qui est simplifié, qu'il n'y ait pas de gestion de mots de passe. C'est un enjeu technique. La question aussi d'avoir à télécharger un fichier présentait énormément de défis et de complexité pour un élève.
Mais aussi, on avait des besoins avec certaines fonctionnalités qui n'étaient pas offertes sur Prêt numérique. Des fonctions pour qu'un enseignant puisse utiliser le livre numérique dans un contexte d'enseignement. Il y a eu des demandes et des besoins qui ont émergé là-dessus. Et finalement, principalement, l'autre élément qui est, outre le plan technique, c'est le plan légal, les licences. Donc, sur Prêt numérique, les licences qui sont des livres qui sont offertes, les licences qui encadrent le prêt des livres sur Prêt numérique prévoient une utilisation individuelle, c'est-à-dire qu'on peut l'emprunter comme usager, faire le prêt, le lire. Toutefois, on ne peut pas projeter sur TNI, on ne peut pas l'utiliser dans un groupe. Et la plupart des licences, comme le disait Jean-François, n'offrent pas de simultanéité. Donc, si on veut, par exemple, que toute une classe lise le même livre en même temps, on doit acheter 30 exemplaires du même livre numérique, ce qui correspond à acheter, pardon, 30 fois 55 prêts, alors que l'utilisation réelle voudrait être de seulement 30 prêts. Donc là, il y a beaucoup de questions et d'enjeux qui sont soulevés par ces éléments-là. Un autre élément aussi, en l'absence de plateforme pour le milieu scolaire, gros enjeux économiques. C'est-à-dire que si je suis un enseignant, je suis plein de bonne volonté, j'ai un budget de ma direction, un petit budget pour acheter des livres numériques, j'en achète une trentaine pour ma classe, je les mets sur mon ordinateur de prof, je l'utilise avec mes élèves. À la fin de l'année, si je quitte comme enseignant, souvent ce qui va arriver, c'est que c'est les services des technologies de l'information qui vont récupérer mon ordinateur et va faire vraiment, en bon français, un backwash. Donc, il va supprimer tout ce qui avait été enregistré sur l'ordinateur et là, on perd complètement les fichiers qui ont été achetés par l'enseignant. Donc, il y a vraiment une question, ça c'est un enjeu économique pour un enjeu de ressources humaines important. Donc, en l'absence d'outils, c'est extrêmement chronophage de faire l'acquisition, mais aussi la gestion des livres numériques. Donc, je vous disais, tout le monde est de bonne volonté. On peut faire l'acquisition d'un livre numérique pour un petit coco qui a une déficience visuelle. Eh bien, il faut, soit on parle au libraire ou des fois, il faut parler directement à l'éditeur, parler à Copybec, savoir est-ce qu'on peut obtenir ce livre-là pour cet élève-là dans ces conditions-là. Oui, non, peut-être, OK, là, il faut faire l'acquisition, on nous envoie le fichier. Ensuite, il faut le gérer. Il faut trouver une manière de le déposer, de donner ça accès à l'élève. Tout ça est extrêmement complexe et compliqué. Il y a aussi des enjeux littéraires. En scolaire, il y a plein d'enseignants qui utilisent, ça fait quelques années, parfois, des fois, c'est beaucoup d'années, qui utilisent le même roman. Et là, il y a 2-3 élèves qui ont besoin de l'avoir en numérique. Le livre n'existe pas sur le marché en livre numérique. Ça peut être un enjeu. Un autre enjeu aussi, c'est au niveau des pratiques d'édition. Donc, dépendamment du format de fichier, si le livre est offert dans certains formats peuvent ne pas être compatibles avec les outils de synthèse vocale dont que les élèves EHDA utilisent, ce qui peut poser un problème d'accessibilité. Et à ce moment-là, le livre numérique ne vient pas répondre aux besoins de l'élève. Donc, c'est un enjeu au niveau des pratiques d'édition et de la disponibilité sur le marché. Et finalement, avec beaucoup d'enjeux, celui-là, on y pense moins, mais qui est très important, c'est la question des enjeux que nous, on appelle bibliothéconomiques. Donc, l'acquisition, une fois qu'on l'a acheté, comment on l'indexe, donc comment on garde des traces pour savoir que, par exemple, dans une école, mon collègue a acheté un livre dont j'ai besoin, je ne vais pas l'acheter 3-4 fois, on va pouvoir se partager le livre et diversifier les outils, diversifier les choix qui sont faits. Et finalement, comment on fait la médiation, comment on présente un livre numérique, comment on l'utilise de manière pédagogique, ça soulève des questions. Il y a eu de 2014 à 2016 un comité de travail qui a été chapeauté par le ministère de l'Éducation qui a documenté la plupart des enjeux dont je viens de vous nommer, donc qui a contribué à faire avancer, à cheminer le dossier au niveau du ministère de l'Éducation pour vraiment exprimer la nécessité d'avoir une plateforme spécifique pour le milieu scolaire québécois. Et c'est ainsi qu'en juin 2018, le ministère de l'Éducation a lancé son plan d'action, son plan numérique en éducation et en enseignement supérieur, dans lequel le ministère s'engage à déployer le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires québécoises. C'est une très, très bonne nouvelle qui a été bien accueillie par le terrain. Et c'est dans ce contexte-là que le ministère a confié le mandat à BiblioPresto de développer et déployer cette plateforme-là.
Pourquoi BiblioPresto? Eh bien, je pense que Jean-François a fait une très, très bonne introduction. C'est en raison de la grande expertise que BiblioPresto avait développée avec Prêt numérique, d'avoir développé une plateforme spécifique au milieu des bibliothèques publiques québécoises, de l'avoir déployée dans le temps. Donc, c'est en regard de cette expertise-là que le mandat lui a été confié. C'est également dans ce contexte-là que moi, j'ai été embauchée. Donc, je suis bibliothécaire scolaire. J'ai travaillé pendant 7 ans comme bibliothécaire scolaire et c'est dans ce contexte-là que j'ai été embauchée comme chargée de projet pour s'assurer de combiner finalement l'expertise, la grande expertise de BiblioPresto avec le livre numérique, les bibliothèques numériques et une connaissance des besoins du milieu scolaire. Précisons d'emblée aussi que l'intention du ministère, mais de tous les partenaires à travers ce projet-là, n'est pas et ne sera jamais de remplacer le livre physique par le livre numérique. On n'est vraiment pas dans une dynamique d'opposition. Au contraire, l'intention, c'est d'ajouter un volet numérique à la bibliothèque scolaire, comme Prêt numérique est venu ajouter à la bibliothèque publique pour mieux desservir l'ensemble des clientèles, notamment les élèves avec des besoins particuliers. J'en arrive finalement, après cette grande introduction, au projet lui-même. D'abord, il faut comprendre que je parle de bibliothèque scolaire numérique depuis le début. La bibliothèque scolaire, ce qu'on entend par là, ce sont des œuvres principalement de littérature, c'est-à-dire bande dessinée, romans, albums, documentaires, poésie, mais on ne considère pas le livre, le cahier et le manuel scolaire. Donc, le cahier et le manuel scolaire sont exclus du projet Biblius et de la bibliothèque scolaire numérique. Il existe déjà d'autres plateformes. Les producteurs, les éditeurs de manuels scolaires offrent généralement leur propre plateforme. Donc, sur Biblius, il n'y aura pas de cahier manuel scolaire. Comme sur Prêt numérique, il y a une priorité accordée à la littérature québécoise en français. Toutefois, il est important de pouvoir répondre, de pouvoir offrir une bibliothèque scolaire en cohérence avec le programme de formation de l'École québécoise qui dicte que les élèves doivent être en contact avec des œuvres d'ici et d'ailleurs. Donc, éventuellement, on veut pouvoir offrir aussi des œuvres du milieu européen, canadien, anglais et aussi en d'autres langues pour répondre, oui, à l'anglais langue seconde, mais aussi on a des élèves, des nouveaux arrivants, différents milieux, donc de pouvoir offrir une variété de livres numériques sur cette plateforme-là. Au niveau du public cible, je vous ai parlé, c'est vraiment du préscolaire, secondaire, FP, FGA, mais aussi les écoles publiques, les écoles privées et les écoles des Premières Nations et inuits. On peut résumer le projet en 4 principaux volets. Donc, développer une plateforme de livres numériques, bien entendu, le volet qui nous vient en tête, c'est le volet technologique. On doit développer l'outil lui-même, la plateforme, qui va permettre de gérer les prêts, les retours et tout ce qu'on veut avoir. Pour ce faire, comme pour Prêt numérique, BiblioPresto, on travaille en étroite collaboration avec Demarc, qui est notre prestataire technique, qui fait tout le développement technique, technologique de la nouvelle plateforme Biblius. Il y a aussi un important volet qui est juridique économique, c'est-à-dire que comme BiblioPresto le fait avec Prêt numérique en 2012, 2013 et continue à le faire, on doit mettre sur pied avec Biblius de nouvelles licences. Donc, travailler avec l'ensemble de la chaîne du livre, les éditeurs, les libraires, les créateurs, les distributeurs, donc vraiment tout le monde, pour établir des licences qui viennent répondre aux besoins du milieu scolaire, notamment la question de la simultanéité, qui est une nouveauté qui est exigée par le milieu et qui n'était pas jusqu'à maintenant demandée sur le milieu public, les bibliothèques publiques. Le défi à travers tout ça, puis c'est un défi, mais c'est un objectif aussi, c'est de maintenir un équilibre entre les besoins du milieu scolaire, mais aussi le respect des droits d'auteur et une rétribution équitable des ayants droit. C'est un beau, gros défi qui met aussi un objectif important qu'on se doit et vers lequel on tend toujours, qui teinte les décisions et les réflexions. Notre mandat chez BiblioPresto, comme pour Prêt numérique, c'est aussi de former, d'accompagner l'ensemble du milieu scolaire dans le déploiement et l'utilisation de la plateforme. Rappelons-nous que le milieu scolaire, c'est 1 300 000 élèves, donc c'est tout un grand défi de pouvoir soutenir l'ensemble de ces milieux-là. Et finalement, un enjeu de communication. Comme il y a beaucoup de partenaires, comme vous voyez, on n'est vraiment pas seul dans le projet. On collabore avec énormément d'intervenants. Donc, l'enjeu de communication est très, très, très important, c'est-à-dire notamment de maintenir tout le monde au courant de l'avancement du projet
pour pouvoir finalement travailler tout le monde ensemble dans le même sens puis avancer dans le projet. Finalement, bien, l'axe transversal ici, bibliothéconomie bien sûr, mais la pédagogie vient teinter aussi l'ensemble des orientations et des décisions qui sont prises. Donc, on s'appuie sur les recommandations pédagogiques des différents chercheurs au niveau des chercheurs universitaires, mais aussi le programme de formation de l'École québécoise vient identifier certains besoins spécifiques pour le milieu scolaire auxquels on doit répondre à travers l'ensemble des volets du projet. Sur le plan technologique, j'ai tenté de schématiser un peu pour tenter de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi une plateforme et comment ça fonctionne. Donc, si je pars en haut à gauche ici, donc les éditeurs vont créer des fichiers de livres numériques, EPUB, PDF, qu'ils vont déposer dans des entrepôts numériques qu'on peut aussi appeler agrégateurs. Ensuite, pour le milieu scolaire, donc les bibliothécaires professionnels ou la personne responsable des acquisitions dans le milieu scolaire va se rendre sur une librairie virtuelle. Au même titre qu'on fait pour un livre papier, on va dans notre librairie, on achète les livres et ensuite on les met dans notre bibliothèque d'école, bibliothèque publique. C'est la même chose en numérique. Donc, on se rend sur la librairie virtuelle sur laquelle se trouvent en fait les livres pour lesquels les éditeurs ont signé une licence avec Bibliopresto qui permet le prêt en bibliothèque scolaire. Donc, il y a une librairie virtuelle dédiée au milieu scolaire, dédiée à Biblius, sur laquelle ne se trouve pas exactement la même offre que celle auxquelles ont accès les bibliothèques publiques. C'est normal parce que ce ne sont pas les mêmes licences. Donc, les licences ici, on voit qu'elles se trouvent… en fait, les licences sont gérées, sont incluses entre l'entrepôt numérique et l'achat. Donc, on fait l'achat, le bibliothécaire fait l'achat de livres et finalement, au moment où l'achat est fait, le livre se retrouve grâce à différents connecteurs sur la plateforme, l'outil finalement lui-même. De l'autre côté, si je pars en bas à droite, eh bien, les usagers, donc le personnel scolaire ainsi que les élèves, accèdent à la plateforme d'une manière, on voulait le plus simple possible. Donc, on a travaillé avec les fournisseurs de portails scolaires du Québec pour que l'accès se fasse directement via le portail scolaire, ce qui peut sembler anecdotique, mais qui est très, très important et qui a demandé beaucoup de travail à faire là-dessus. Qui permet aussi, en travaillant avec les portails scolaires, d'avoir certaines informations sur les usagers qui nous permet d'offrir différentes fonctionnalités dans la plateforme. Par exemple, et là j'arrive justement, l'usager se connecte, arrive dans la plateforme elle-même, on retrouve, bien sûr, on va gérer le prêt, le retour, il y a une interface de recherche comme toute bibliothèque, comme dans Prêt numérique, il y a un outil de lecture intégré, donc on ne télécharge pas un fichier, on fait la lecture une fois qu'on clique sur « Emprunter », un emprunt est géré, mais on peut lire le livre directement dans la plateforme, ce qui permet de ne pas être circonscrit à un appareil seulement. Donc, on peut, par exemple, un élève peut commencer sa lecture sur le iPad de la classe, poursuivre sa lecture sur son cellulaire dans l'autobus et finir sur l'ordinateur de la maison. Tout ça est facile parce que l'accès se fait en ligne via un lecteur, donc on n'est pas tributaire d'un seul appareil. Et il y a finalement des fonctionnalités qui sont développées dans Biblius qui sont spécifiques pour le milieu scolaire. Notamment, il est possible pour un enseignant de faire une assignation de lecture, donc d'assigner un livre à ses élèves de son groupe. Et donc, quand l'élève se connecte, il voit les livres que son enseignant lui a proposés. Il sera possible éventuellement aussi d'avoir un public cible beaucoup plus raffiné, spécifique, qui répond à la réalité du milieu scolaire. Donc, pas simplement un livre jeunesse, mais bien des jeunesses un peu plus détaillées qui correspondent à des cycles scolaires. Donc, on va travailler avec tout le monde pour cet élément. Sur le plan technologique, bien là, vous voyez en fait des captures d'écran de ce que c'est la plateforme. J'aurais aimé vous faire une démonstration, mais les temps comptés, j'ai fait un peu plus simplement. Donc, visuellement, je vous disais, à gauche ici, on a, ça c'est l'interface d'un enseignant qui a la description du livre, mais aussi une petite fonction ajoutée en lecture à un groupe. Quand l'enseignant clique sur cette fonction-là, eh bien, il voit apparaître ses groupes d'élèves, les groupes qu'il a dans son portail scolaire et dans tout l'environnement auquel il est habitué, notamment avec ses bulletins, d'où la connexion. Et alors, pour lui, c'est très facile, c'est transparent. Et une fois qu'il a assigné à des groupes, en bas à droite, ici, on voit l'interface de l'élève qui, quand il se connecte, voit la section « Je lis » ici, qui sont ses lectures en cours, mais qui voit également la section « Je dois lire » dans laquelle il va voir les assignations que ses enseignants lui ont attribuées. Donc, c'est un exemple des différentes fonctions là, qui sont développées ou en cours de développement pour faciliter l'utilisation pédagogique des œuvres.
Je vous disais tantôt qu'il y avait un lecteur web intégré. Donc, premièrement, l'emprunt est très facile. On voulait vraiment un emprunt en quelques clics. Que ce soit le plus facile possible pour nos élèves qui sont habitués à du YouTube ou à différentes choses. Il ne fallait pas qu'il y ait 22 clics. Donc, l'élève regarde le livre, trouve ça intéressant, il a simplement cliqué sur « Emprunter », ce qui génère un emprunt dans le système. Donc, si la licence permet 50 prêts, bien, on vient consommer un prêt au moment où l'élève clique sur « Emprunter ». Et le livre s'ouvre dans un lecteur web qui lui permet, qui offre différentes fonctions. D'abord, il y a une fonction de lecture de synthèse vocale qui permet d'avoir une synthèse de reconnaissance vocale intégrée si l'élève ne veut pas utiliser sa propre synthèse vocale par-dessus. Cela dit, c'est une voix robotique, c'est une synthèse vocale. Ça, ce n'est pas du livre audio, mais c'est possible s'il y a dépendamment du format du fichier, si on a un EPUB 3 qui est enrichi, qui offre une voix humaine, eh bien, la synthèse vocale va avoir à ce moment-là une voix humaine. Mais sinon, si ça n'a pas été conçu ainsi, eh bien, la synthèse vocale, elle est robotique, elle est de synthèse, finalement. Il est possible de poursuivre quand même la lecture hors ligne parce que oui, c'est important de pouvoir avoir l'accès, mais on sait très bien que l'élève sur son cellulaire dans l'autobus, il n'y a peut-être pas de données, ses parents, son forfait ne fonctionne peut-être pas ici, mais aussi en région éloignée, le réseau Wi-Fi est parfois vacillant dans différentes classes, donc c'est important de pouvoir poursuivre la lecture en mode hors ligne et il y a une fonction qui permet de le faire à même le lecteur web. Et finalement, il y a différents outils de fonctions ici qui permettent de grossir les caractères, espacer les lignes entre les différentes, entre les paragraphes, jouer avec les marges pour finalement favoriser la lecture. On peut changer la couleur du fond et tout. Ça, c'est différentes choses. Le lecteur que vous voyez là, il est aussi offert dans Prêt numérique. Donc, c'est le même outil de lecture en ligne qui est offert sur les deux plateformes. J'aurais pu vous parler du volet technique pendant très, très, très longtemps, mais je vais m'en tenir là, pour vous donner vraiment un tour d'horizon complet du projet. Donc, il y a aussi pour le volet communication, on a mis sur pied un site d'information dédié au projet Biblius. Donc, vous êtes vraiment invités, si vous le souhaitez, à en savoir plus, à aller sur le site projetbiblius.ca. Sur ce site-là, vous allez trouver plein d'informations sur, oui, l'historique du projet, mais aussi dans la section Quoi de neuf, on publie assez régulièrement des nouveautés dans le cadre du projet. Il y a des précisions sur les licences et il y a aussi une FAQ assez intéressante là, qui permet de cibler les questions qu'on reçoit le plus fréquemment et qu'on met à jour aussi très régulièrement. Et finalement, il y a une section contact. Donc, si vous voulez communiquer avec nous pour le projet Biblius, c'est un éditeur, un créateur, quelqu'un du monde du milieu scolaire, n'importe qui, finalement, c'est vraiment la meilleure façon de communiquer avec nous. Et Jean-François ne l'a pas précisé tantôt, mais Biblio Presto, on est une toute petite équipe. En fait, avec Jean-François, on est 8 bibliothécaires professionnels qui travaillons sur l'ensemble des différents projets. Donc, quand vous écrivez à contact, là, présentement, on est trois bibliothécaires temps plein qui travaillent sur le projet Biblius. Donc, on répond, c'est pas une grosse machine, on répond assez régulièrement. En fait, on répond rapidement. Ce qui m'amène finalement au calendrier de déploiement. Bon. Initialement, le projet a été conçu, bien sûr, pré-pandémie. Donc, se voulait un projet en 3 phases. On devait d'abord avoir une phase de développement au cours de laquelle on faisait tout le développement technique de la plateforme elle-même, ainsi que le développement d'un premier modèle économique, donc des premiers modèles de licence. Ça, c'était la phase de développement qui devait avoir lieu durant l'année scolaire de février 2019 à la rentrée 2020. Il devait ensuite y avoir une phase de déploiement restreint dans laquelle on voulait expérimenter l'outil finalement. C'est un nouveau projet et donc, comme tout nouveau projet, on ne voulait pas le développer avec tout le monde avant de l'avoir expérimenté. Donc, il y a 35 écoles au Québec qui ont été ciblées par le ministère de l'Éducation. Ces 35 écoles-là sont réparties dans 16 centres de services scolaires différents et on a aussi un collège privé pour vraiment avoir un échantillon très, très, très varié et représentatif de la diversité des milieux scolaires au Québec. L'intention du déploiement restreint, oui, c'est d'expérimenter sur le plan technique, technologique, mais aussi d'avoir des retours d'expérience et des recommandations pour pouvoir améliorer et raffiner tout l'ensemble du projet. Pour pouvoir, ce qu'on souhaitait faire initialement, c'était de déployer à l'ensemble du milieu scolaire québécois en 2020-2021. Toutefois, bien,
sans surprise, ce fut une surprise, mais c'est sans surprise que je vous mentionne que l'arrivée de la pandémie est venue chambouler l'ensemble du projet Biblius et qui nous a amené à nous rasseoir avec le ministère ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires impliqués pour revoir en fait tout le calendrier et se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Notamment, l'impact que ça a eu, c'est qu'on a dû annuler, le déploiement restreint qui était prévu a dû être annulé en raison de la fermeture des écoles au printemps dernier. Donc, on n'a pas pu réaliser ce déploiement restreint-là et donc on n'a pas pu aller récolter les données essentielles à la préparation de la suite et du déploiement complet. Premier enjeu. Parallèlement à ça, par contre, on a assisté à une hausse exponentielle des demandes pour l'accès à des livres numériques. Tantôt, Jean-François parlait des chiffres qui ont monté en flèche complètement du côté de prêt numérique au niveau du jeunesse, qui sont sans doute expliqués en grande partie par les parents à la maison. Mais les échos qu'on a eu du terrain au niveau du milieu scolaire nous laissent penser qu'il y a peut-être aussi un impact. Le milieu scolaire avait besoin de pouvoir avoir accès à des livres. Et avec l'école à la distance et tous les défis qui ont été soulevés, bien, le livre numérique, vraiment, là, il y a eu des besoins très, 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 très grands. Donc, on ne pouvait pas simplement dire, bien, on va tout simplement décaler le tout d'un an et ça va aller. Il fallait répondre aux besoins immédiats. Donc, finalement, le nouveau calendrier dans lequel on s'inscrit cette année, qui est multicolore et un peu complexe, c'est qu'au courant de l'année scolaire 2020-2021, donc de septembre dernier jusqu'en juin, dans quelques mois, ce qui était décidé, c'est qu'on allait d'abord, oui, faire l'expérimentation avec les 35 écoles qui avaient été ciblées au départ. Donc, cette expérimentation-là a commencé en septembre et se poursuit jusqu'au mois de juin. Ces 35 écoles-là expérimentent l'accès à une collection qui est partagée. Donc, c'est un modèle de licence qui est différent des achats spécifiques. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait, ça fait partie de l'expérimentation. Parallèlement à cette expérimentation-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec tous les partenaires impliqués, notamment les libraires, pour développer un espace une librairie virtuelle liée à Biblius. Il y a des développements techniques pour pouvoir permettre, à compter de janvier, les premiers achats ont eu lieu le 18 janvier, donc permettre aux centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec de pouvoir faire des achats de licences pour pouvoir offrir le prêt localement dans leur milieu à leurs élèves et à leurs enseignants et tout aux membres du personnel. Donc, c'est un déploiement finalement qui n'est plus un déploiement restreint, un déploiement complet, c'est plutôt finalement un déploiement progressif. C'est des petites variantes, mais disons que ça vient expliquer un peu le tout. Donc, pour résumer, donc 2020-2021, ce qu'on fait cette année, ce qu'on est en train de faire, bien, il y a le déploiement restreint, les 35 écoles qui expérimentent l'accès à Biblius, mais avec un certain contexte, une certaine collection qui documente aussi beaucoup d'éléments, notamment sur l'utilisation pédagogique. On collabore avec notamment l'UQAM, Nathalie Lasselle, la chaire de recherche en littératie médiatique multimodale, pour venir documenter l'utilisation pédagogique du livre numérique. Donc, il y a plein de ramifications là, qui sont faites avec ce bassin-là de 35 écoles. Et les 17 responsables, donc 14 bibliothécaires professionnels, 2 techniciens en documentation et une conseillère pédagogique là, qui agissent comme point de contact, mais comme responsables dans leur milieu pour le déploiement restreint. Parallèlement à ça, eh bien, on est en déploiement progressif pour les achats locaux. De janvier, la petite n'est pas à jour tout à fait, en date du 7 avril, nous avons 51 centres de services scolaires et commissions scolaires qui sont branchés à la plateforme, donc qui ont la possibilité de faire des achats et de pouvoir en offrir le prêt à leurs élèves. Si vous êtes curieux de savoir quels sont les milieux qui sont présentement branchés, vous avez l'information sur le site du projet Biblius. Sur la page d'accueil, il y a un petit onglet « Me connecter ». Si vous cliquez par ici, vous arrivez sur la liste en fait, des commissions scolaires qui ont activé le branchement à Biblius. Bémol, nuance importante, ce n'est pas parce que les milieux ont activé le branchement à la plateforme, à l'outil, qu'ils ont fait des achats. Donc, il est sur les 51 centres de services scolaires qui ont activé le branchement à l'outil. Seulement une vingtaine jusqu'à maintenant ont fait des achats. C'est-à-dire que pour les autres, la coquille, l'outil demeure vide jusqu'à ce qu'ils fassent finalement des achats de livres numériques. Pourquoi il n'y a pas eu d'achat de livres numériques dans partout? Ça peut être expliqué à différents niveaux. Bien entendu, le contexte actuel, la pandémie, la surcharge du personnel scolaire en ce moment, je ne vous ferai pas de détails, mais ça vient jouer.
Autre élément, bien, c'est un enjeu technique-technologique. Il faut travailler avec les services, les technologies de l'information des milieux pour activer le branchement, ce qui peut parfois présenter des défis s'il y a des ajustements à faire sur le plan technique pour que la connexion se fasse bien. Il y a un enjeu de budget aussi, donc les milieux doivent avoir un budget pour pouvoir faire l'achat de livres numériques, ce qui parfois sur le plan administratif peut nécessiter une petite gymnastique à l'interne. Et finalement, les licences. Il y a un enjeu de licence importante. On se rappelle que pour offrir le prêt, il faut avoir des licences. Et donc, la licence qu'on a développée pour répondre aux besoins urgents du terrain a suscité certaines questions, certaines objections du milieu du terrain, en fait. Et ça peut aussi expliquer que certains milieux ont décidé d'attendre, se sont branchés, mais peuvent attendre avant de faire des achats. Donc, il y a plein d'éléments. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ça est vraiment un déploiement qui se veut progressif. Il est possible aussi que certains milieux soient branchés, mais n'offrent pas l'accès à toutes leurs écoles. Donc, un centre de service scolaire peut avoir quelques écoles, mais les plus gros, la scolaire de Montréal a au-dessus de 100 000 élèves. C'est plus d'une centaine d'écoles. Donc, certains milieux peuvent décider d'activer le branchement et de seulement l'offrir à quelques écoles pour commencer. Donc, nous, on fait globalement un déploiement progressif, mais même au sein des milieux qui sont branchés, il peut y avoir également de leur côté un déploiement qui est progressif. Quelques chiffres, quelques statistiques, malgré tout ce contexte un peu chaotique et le calendrier qui a dû être lu, c'est quand même très intéressant de constater que de septembre à mars, on a effectué près de 36 000 prêts. Ça peut paraître pas beaucoup, 36 000 prêts, mais je vous rappelle en fait que de septembre à décembre, on avait seulement 35 écoles à travers tout le Québec qui étaient branchées à Biblius. Et à partir de janvier, là, il y a des milieux qui se sont branchés. Mais la plupart des prêts ont encore été réalisés là, dans les 35 milieux qui étaient branchés initialement. Là, mes chiffres vont jusqu'au mois de mars, mais il semblerait qu'au mois d'avril, on voit aussi tranquillement une hausse là, qui commence à se faire parmi les milieux qui ont fait des achats locaux. Donc, il y a toute une promotion, une formation qui doit se faire à l'interne. Les bibliothécaires doivent former les enseignants, qui doivent former les élèves. C'est tout un changement de pratique. Et dans le contexte actuel très incertain, où tout le monde est un peu partout à la fois et nulle part, ça peut demander un gros défi de former sur un nouvel outil. En même temps, les besoins sont là. Donc, c'est ce qu'on constate. Ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment une hausse continue au niveau des prêts mensuels. Et de manière anecdotique, Jean-François nous mentionnait qu'on a fait plus de prêts sur Biblius cette année dans le contexte extrêmement particulier qu'on vit, qu'il y en a eu sur la plateforme Lirtuel, qui est la plateforme des bibliothèques publiques de Belgique, qui est implantée depuis déjà quelques années. Donc, c'est quelque chose qui est anecdotique, mais fort intéressant quand même. Au niveau statistique aussi, si vous êtes par curiosité, sur la librairie virtuelle, donc le site institutionnel des librairies indépendantes du Québec qui est lié à Biblius, on retrouve à ce jour un peu plus d'une soixantaine d'éditeurs qui ont signé la licence et qui offrent donc un titre, deux titres, une partie de leur catalogue ou l'entièreté de leur catalogue pour que les bibliothécaires scolaires puissent en faire l'acquisition et les offrir à leurs élèves. Sur cette soixantaine d'éditeurs, la très grande majorité sont québécois. Et on trouve aussi quelques éditeurs canadiens. J'ai mis une petite étoile ici parce qu'entre autres, notamment Scholastique Canada, il y en a quelques-uns qui ont plusieurs sous-branches qui comptent comme des éditeurs, mais bref, très, très grande majorité d'éditeurs québécois qui offrent maintenant leurs livres. On trouve plus de 10 000 titres au total qui sont disponibles sur la librairie virtuelle, et aussi un peu plus de 1 000 livres en anglais. Ce qui est très intéressant, ça fait quelques semaines seulement que les livres en anglais sont offerts pour le milieu scolaire, mais les besoins étaient grands. Les commissions scolaires anglophones notamment, mais aussi tout ce qui est anglais langue seconde, ainsi que les milieux des Premières Nations qui, en plus d'avoir des besoins pour des livres en langue autochtone, ont souvent des besoins en livres en anglais. Finalement, eh bien, pour qu'est-ce qui s'en vient durant la prochaine année scolaire, donc 2021-2022, vous comprendrez que le projet Biblius, eh bien, on s'oriente sur les années scolaires. Ce sont nos échelons pour définir le calendrier. Eh bien, on va continuer à poursuivre le branchement des centres de services scolaires et des commissions scolaires. On en a 51 maintenant. Notre objectif, c'est d'avoir les 72 branchés d'ici la fin de la prochaine année scolaire.
On va aussi commencer le branchement des établissements d'enseignement privés ainsi que des écoles des Premières Nations et Inuits là, qui ne font pas partie des centres de services scolaires. Il faut comprendre que les établissements d'enseignement privé utilisent souvent pas le même portail que le milieu public, ce qui demande des ajustements techniques. Il y a aussi tout un accompagnement à faire parce que ce ne sont pas tous les milieux qui embauchent du personnel professionnel comme des bibliothécaires ou des techniciens en documentation. Donc là, il faut travailler avec parfois un enseignant ou un conseiller pédagogique qui va être responsable de Biblius dans son milieu. C'est comme l'a dit Jean-François tantôt, notre mandat chez Biblio Presto, c'est de soutenir les responsables de bibliothèques scolaires, donc principalement les bibliothécaires professionnels, mais aussi les techniciens en documentation, pour qu'eux puissent former et soutenir leur milieu. C'est la dynamique qu'on continue avec Biblius, même dans le contexte avec les défis que ça représente. L'année prochaine, ce qu'on va faire, en fait, on est déjà en ce moment en train de travailler sur le prochain modèle de licence qui sera utilisé l'an prochain. Donc, en ce moment, on travaille là-dessus. Donc, il y aura des nouvelles licences qui seront offertes l'année prochaine. L'intention, c'est de recueillir de tenir compte des commentaires qu'on a eus depuis le mois de janvier, autant du milieu scolaire que du milieu littéraire, puis d'ajuster le tout pour tranquillement se rapprocher de quelque chose qui va de mieux en mieux répondre aux besoins de tous. On va bien entendu poursuivre les développements techniques. Donc, vous vous en doutez qu'avec tout le chamboulement du calendrier, on a dû mettre de côté certains éléments pour prioriser d'autres. Et donc, la plateforme, dans son état actuel, elle n'est pas du tout terminée. Donc, ce n'est pas la fin d'une aventure que je vous montre, mais en fait, au contraire, on est seulement au début de tout ça. L'an prochain, on souhaite aussi pouvoir intégrer notamment du livre audio dans la plateforme scolaire, ce qui serait très intéressant là, sur le plan pédagogique. Et on va bien entendu continuer à poursuivre la formation, l'accompagnement et la collaboration avec l'ensemble des partenaires impliqués dans le milieu. Et donc, en conclusion, j'ai un peu devancé ma conclusion. Tout ce que je vous présente jusqu'à maintenant de Biblius, c'est seulement les premiers chapitres d'une grande aventure. Donc, autant pour le ministère de l'Éducation, qui est notre mandataire, nous sommes le mandataire du ministère, que pour tous les partenaires impliqués, le projet Biblius veut vraiment est basé sur un processus itératif. On veut et on va continuer à améliorer le projet en fonction des retours d'expérience, des nouveautés technologiques, de l'arrivée de nouveaux collaborateurs aussi, mais aussi des nouveaux défis qui seront soulevés, des nouvelles portes qu'on va ouvrir et qui vont amener des nouveaux défis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va continuer à évoluer dans le temps là, en fonction de tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et là, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup, Jean-François Cusson. Le temps file. On a quand même quelques minutes. On peut prendre quelques minutes, une dizaine de minutes pour poursuivre la discussion. On a aussi mis sur pied un groupe Facebook où on vous invite à continuer à documenter. Ma collègue Gabrielle pourra vous le présenter. Je crois que je ne reviendrai pas sur l'ensemble des points qui ont été soulevés parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un projet pour lequel, dont vous n'avez pas parlé, qui est celui le projet Alpha numérique. C'est l'étendue du programme à travers le Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler juste quelques mots sur le projet Alpha numérique? Oui, mais je ne l'ai pas mentionné parce que ça ne touchait pas vraiment. C'est vraiment un programme de littératie numérique, donc où on veut aider les gens, les former, leur donner des outils pour l'univers numérique. Mais on est vraiment... faut juste pas confondre littératie numérique et livre numérique ou littérature numérique. Là, on n'est pas dans ces eaux-là. On est plus former les gens à utiliser une tablette, un ordinateur, savoir c'est quoi un furteur, comment les médias sociaux, des aspects comme utiliser l'info nuagique, faire attention, analyser l'information, les fake news en ligne, etc. C'est donc tout un programme de formation qu'on a mis sur pied. C'est un autre volet de vos activités. Tout à fait. Oui, on a plusieurs volets. Dans le fond, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les bibliothèques dans le numérique. Il y a, oui, certes, le livre numérique qui est un volet, mais par exemple, on a une plateforme de magazines numériques. On a plein de trucs qu'on offre aux bibliothèques. C'est sûr qu'on pourrait vous écouter encore longtemps. L'équivalent avec les plateformes internationales, ce serait déjà en soi un chapitre parce que, Nancy, vous avez parlé de l'équivalent de la plateforme belge.
Alors, c'est là, ici, je veux dire, il y a toutes ces autres fonctions-là que vous vous occupez. Donc, on invite les gens à se renseigner davantage sur BiblioPresto. Je laisserai tout de suite la parole. Il y en a des questions dans le chat. Donc, une première question donc, de Michel Gosselin. Oui, je la vois. Je peux peut-être y répondre directement. Oui. Alors, Michel, la réponse, c'est on aimerait ça en motadine. Donc, est-ce qu'on peut emprunter un livre directement à partir d'une liseuse Kobo avec Overdrive? Bien, la réponse, c'est malheureusement non. Pourquoi? Jusqu'à tout récemment, en fait, Kobo et Overdrive appartenaient au même conglomérat japonais qui s'appelle Rakuten. Donc, c'est l'équivalent, c'est comme le Amazon japonais, possédait les deux boîtes et évidemment, dans des stratégies de synergie commerciale, ils ont fait des alliances entre ces deux divisions-là, qui étaient d'une part leur plateforme bibliothèque et d'autre part leur plateforme grand public, de façon à ce que ça puisse se parler. Quand nous vient le temps de frapper à la porte de Kobo, bien, Kobo a absolument aucun intérêt commercial à venir offrir un beau service à des bibliothèques qui utilisent gratuitement et des usagers qui utilisent gratuitement ces services. Donc, on aimerait beaucoup qu'il y ait ce type d'intégration. Encore faut-il que l'autre joueur accepte de nous parler, mais c'est sûr que s'il y avait une quelconque ouverture, ça tomberait numéro 1 dans ma liste de priorités. Après, on travaille avec différentes instances, notamment avec EDR Lab dont j'ai parlé tout à l'heure. On essaie de créer un espèce de front commun pour convaincre Kobo de s'ouvrir un peu et d'avoir un peu plus d'interopérabilité pour permettre ce genre de trucs-là. Un peu de la même chose, les gens nous posent parfois la question, quand est-ce que vous allez supporter les Kindle? Ce n'est pas nous qui ne voulons pas supporter les Kindle, c'est Amazon qui ne veut pas jouer avec les autres amis. Amazon fonctionne sur un système complètement fermé, complètement clôturé avec leurs propres fichiers, etc. Donc, on aimerait bien pouvoir que les usagers des bibliothèques québécoises empruntent un livre numérique et le mettent sur leur Kindle. Encore faudrait-il avoir la collaboration d'Amazon. Donc, c'est jamais évident parce que ce n'est pas nécessairement des informations qui sont de nature publique ou que les gens comprennent. Donc, ça crée parfois de la frustration parce que les gens voudraient que ça soit plus facile, voudraient que ça soit accessible sur les appareils qu'ils utilisent couramment. C'est souvent plus compliqué que ça dans la réalité. Merci bien. Ça répond très bien. Mais on aimerait vraiment ça. Puis il y avait une autre question de Jimmy. Bonjour Jimmy. Sur la question un peu plus technique là, des EPUB 3 Fixed Layout dans notre lecteur web. Oui, ça les supporte tout à fait. Puis on fait souvent des tests par rapport à ça. Donc, tout le standard EPUB 3 est vraiment respecté par le lecteur web. Le lecteur web qu'on utilise en ce moment est développé par une boîte suédoise qui s'appelle Colibrio, qui travaille étroitement avec les gens de DR Lab, les gens de Ridium, du W3C pour, au fur et à mesure qu'il y a des évolutions dans le format EPUB, ils sont intégrés du côté de Colibrio. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai lancé dans le lecteur web fonctionnait très bien. Je pense notamment, récemment, on a fait des tests avec une boîte en France qui s'appelle Moby10, qui développe du EPUB 3 spécialisé pour les dyslexiques. Donc, avec ce qu'on appelle du Media Overlay. Ça, c'est d'avoir en fait l'enregistrement audio d'un livre qui est intégré dans l'EPUB et d'être capable de suivre l'audio au fur et à mesure qu'on suit le texte. Donc, ça fonctionne très bien. Là. Vous avez testé avec des livres, des fixed layouts qui avaient du JavaScript aussi? Spécifiquement, je ne pourrais pas te dire, mais si tu as envie de m'envoyer des fichiers, on va pouvoir jouer avec. On va faire ça. Il y a Étienne aussi qui m'a dit de t'envoyer par courriel. Fait que on va faire des tests. Ça fait longtemps que je l'attendais, celle-là, puis je suis heureux d'entendre ça. Bien, le gros problème avec le EPUB 3 Fixed Layout, c'était souvent le support applicatif. Ouais. C'était d'avoir un fichier, de le télécharger, puis là, il n'y avait pas d'application qui était capable de le prendre en charge. Puis c'est vraiment ce problème-là qu'on voulait contourner avec notre approche pour le scolaire. C'est de faire en sorte, non, tu n'as rien à télécharger, là, il n'y a rien. Ça s'ouvre direct dans ton browser, puis c'est tout. Pas de licence Adobe. Ben non. Biblieux, c'est Adobe Free, complètement. Il n'y a pas d'Adobe qui va là-dedans. Là.
Yeah. Il y avait une main levée de Linda. Je sais pas si... Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Moi, c'est peut-être un peu particulier mon cas. Là. Je vais peut-être écrire à Biblius, comme vous m'avez conseillé. Moi, je suis diplômée de l'EPSI depuis en 2008, mais je n'ai pas vraiment travaillé dans le domaine. J'ai gardé mon emploi d'enseignante jusqu'en 2018. Et puis, j'ai développé des collections. Mais là, je vous parle parce que moi, je suis une auteure actuellement. Là. J'ai écrit 2 livres, dont un qui était en librairie en date d'aujourd'hui, justement, un livre jeunesse, là, si la bibliothécaire Nancy peut faire un intérêt pour moi. Là, j'ai enfin trouvé un éditeur qui s'appelle Les Éditions de l'Apothéose. J'ai payé la moitié des frais d'édition et eux la moitié. J'ai payé le EPUB aussi pour le EPUB. Ça s'appelle le Covido, le pangolin. Covido, le pangolin. C'est un livre jeunesse. J'ai écrit pour les 6 à 106 ans, mais le niveau de lecture, c'est plus entre 8 à 12 ans. Donc, j'espère qu'eux autres vont faire affaire avec vous pour mettre le livre justement en accès pour les bibliothèques scolaires. Je l'espère bien. J'ai payé pour le EPUB. Mais l'autre point, c'est que j'avais écrit un livre en 2e édition, ça a été en 2017. C'est moi qui fus l'éditrice de mon livre, totalement. Ça s'appelle, c'est complètement d'un autre registre. C'est un livre, un essai scientifique. J'ai une formation de chimiste à la base. C'est 3 défis contemporains, la production et sources d'énergie, les changements climatiques et la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Ce livre-là, j'étais toute seule. Il n'y a pas personne qui m'a aidée. J'étais l'éditrice, l'autrice, l'auteur. J'aime mieux l'auteur qu'autrice. En tout cas, ça a été reconnu, il a été retenu dans la sélection 2017 du prix Robert-Val en France, qui est chapeauté par l'Université de Compiègne. Il est dans la catégorie grand public. Là, il y a une 50aine de bibliothèques municipales qui l'ont acquis, 15 cégeps, 7 universités, dont l'Université de Compiègne. Mais moi, là, j'ai beau être sur la fiche de la sélection 2017 du prix Robert-Val en France, catégorie grand public. Il n'y a pas personne, si quelqu'un veut me lire en France, là, il n'y a pas personne qui a accès à mon livre. Là, je l'ai mis sur Amazon Kindle, là, comme vous avez parlé tantôt. Je l'ai mis moi-même, là. Mais eux autres, j'ai vendu peut-être 2 livres avec eux autres, là, puis ils ne me mettent pas, comme vous dites, dans la bibliothèque. Quelle serait une solution pour moi par rapport à ce livre-là? L'autre livre, là, Les Éditions de l'Apothéose, devrait Mais le premier livre, c'est moi qui faisais des consignations. Je sais qu'avec Monet, la librairie Monet, il y a peut-être une 30aine de bibliothèques municipales qui l'ont acquis parce que, comme là, le directeur de la Corporation des bibliothécaires, là, il m'a dit que dans le prochain CorpoClic, parce que j'ai écrit des fois dans la revue Argus, j'ai publié un article en hiver 2021, promotion de la lecture et de l'information quant à la santé. Fait que pour me remercier de tout cela, parce que je le fais pour l'avancement de la profession et tout, lui, il va publier un avis dans le prochain CorpoClic annonçant mon livre Covido, le pangolin. Mais pour la Corpo avait annoncé 3 défis contemporains. J'ai vendu une 30aine de livres juste chez Monet, la librairie Monet. Mais là, en consignation, c'est les éditions de l'Apothéose qui vont s'en occuper. Je n'ai pas le droit d'en mettre en consignation moi-même. Mais pour mon premier livre, donc, il devrait le faire avec Biblius aussi. J'ai payé le EPUB. Mais si on revient à 3 défis contemporains, y aurait-il une solution pour moi? Je peux me désaffilier d'Amazon à un moment donné. Moi, je ne suis pas mariée avec eux autres. Là. Moi, je pense que vous devriez d'inscrire dans le chat vos coordonnées, puis pour que quelqu'un du groupe ici puisse décider de vous répondre en fonction de votre cas particulier, qu'on ne peut pas débattre tous les cas spécifiques. Mais si vous écrivez vos coordonnées, puis avec le titre de votre livre aussi, dans l'outil de conversation,
ça permettrait à d'autres personnes de pouvoir vous adresser la parole. Là, je ferai participant pour ça, pour mettre dans le, Ben, dans le, faut aller pour sur avoir le chat. Converser. Pardon? Il faut cliquer sur Converser et écrire un message pour tout le monde. OK. Dans réaction, là. Hein? Dans Converser. Converser, oui. Donc, on a une autre question de José Portelance. Je pense que ça va être la dernière intervention avant la pause. Je me promets d'être brève, Michel. Merci, Jean-François et Nancy, de votre présentation. J'ai vraiment apprécié voir le déploiement de l'utilisation du livre numérique depuis 1 an. Je trouve ça impressionnant et je trouve que si la pandémie aura servi à ça, au moins, elle nous aura apporté quelque chose de positif. Et j'avais une question pour Nancy. Je sais que tu as une de tes collègues qui a communiqué avec nous, mais pour mon bénéfice personnel, j'ai bien compris que la plateforme doit être activée par les TI de notre commission scolaire, mais elle est vide. Donc, ça devient à chaque centre de service d'acheter les licences telles que mentionnées, présentées là, par Jean-François selon les différentes modalités. Est-ce que tout ça est toujours géré par le centre de service ou il peut y avoir des écoles qui font des achats? Là, je pense question de budget dans ma tête. Oui, c'est une super bonne question. Puis là, je réponds à la place de Nancy. Je ne sais pas si elle va m'en vouloir. Je la vois plus. Pourquoi je ne vois plus Nancy? Elle doit être là. En fait, ça fait partie, puis elle pourra compléter, mais c'est un des choix qu'on a fait, c'est-à-dire, puis pour des raisons technologiques puis de logistique, on n'était pas en mesure de déployer une instance de Biblius pour chaque école du Québec, parce que ça voudrait dire d'avoir 3200 instances de Biblius, puis d'avoir une plateforme technologique avec un système des licences quand même relativement complexe géré par des parents bénévoles. Le niveau de soutien que ça prendrait, ce serait quand même assez hallucinant. Fait que le choix qu'on a fait, c'est de développer, de déployer les instances au niveau des commissions scolaires, des centres de services scolaires. Cela dit, ce dont vous parlez, on se les fait rapporter, c'est des feedbacks qu'on a du terrain. Puis ce qu'on est en train de développer, par exemple, c'est des fonctionnalités qui permettront au moment de l'achat de réserver l'usage de certains livres à certains profs en particulier, à certaines écoles, etc. Parce que comme Nancy le disait, par exemple, dans la commission, le Centre de services scolaires de Montréal, c'est très large. Fait que si un prof demande de l'acquisition d'un livre parce qu'il veut l'utiliser en classe, si on fait juste le mettre sur le Biblius de la CSSDM, ça va prendre 30 secondes que d'autres vont l'avoir utilisé, la licence va être échue, puis etc. Donc, ça fait partie des enjeux sur lesquels on travaille. Là. Si je peux compléter également, juste pour terminer l'explication de Jean-François, ça c'était la réponse technique, mais il y a aussi une partie de réponse qui est administrativo-économique, c'est-à-dire que cet élément-là, on l'a quand même mentionné au ministère de l'Éducation avec qui on parle toutes les semaines. Donc, c'est un projet qui est subventionné par le ministère de l'Éducation. Donc, nous, on rapporte tous les commentaires du terrain et on les transmet au ministère. Donc, il y a un enjeu budgétaire. On a notamment ce que vous mentionnez, il a été nommé par tout le monde de dire, entre autres, la mesure 15. Je suis désolée pour tous ceux qui ne sont pas du milieu scolaire. Là, je fais une parenthèse très précis, mais ce ne sera pas long. La mesure 1503 qui permet l'acquisition de livres pour les bibliothèques scolaires, elle est normalement décentralisée. Ce qui pose différents enjeux, mais ça a été nommé au ministère, puis il y a, entre autres, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt, une partie de réponse. Il est possible de recentraliser une partie de cette mesure-là au niveau budgétaire. Et cela dit, les réflexions sont là au ministère à savoir comment cette mesure-là, est-ce qu'elle sera refaite, est-ce qu'elle sera défaite, partie numérique, papier, tout ça est en cours de construction, mais on entend très, très bien le terrain et les défis que ça présente au niveau administratif. Merci. D'ailleurs, je souligne, j'ai noté ça pendant la présentation, l'espèce de besoin, de souci de tenir compte des besoins actuels. Tu sais, tout ce que tu as nommé, c'est des choses qu'on vit, c'est des choses qu'on voit à tous les jours. Donc, je suis contente de savoir qu'on tient compte de ces besoins-là pour la mise en place de la plateforme. Merci beaucoup. Oui, mais merci à vous, puis merci à tout le milieu scolaire. Ça me fait comme une passe pour faire un peu le mot de la fin, pour comprendre un peu l'esprit qui nous anime tant derrière Prénumérique que Biblius. Dans aucun cas, on développe des choses tant en termes de fonctionnalités technologiques que de modèles de licence, ou etc., parce qu'on pense qu'on est bien intelligent et qu'on a eu des bonnes idées. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans ces projets-là vient de feedback du milieu.
C'est essentiel pour nous. Puis, il n'y a rien qui a été développé sur Prénumérique ou sur Biblius qui ne venait pas d'une demande d'un bibliothécaire. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Puis, je pense que c'est un peu ce qui a amené le succès de ces différents projets-là, c'est qu'on le fait par et pour la communauté. Je pense que c'est ce que j'avais noté dans les commentaires que je voulais mettre à la fin. La réponse de BiblioPresto a été extrêmement rapide quand on regarde l'ensemble des actions qui ont été entreprises depuis 2010. Là, ensuite, 2011, 12, toutes les étapes qui ont été entreprises, incluant jusqu'à maintenant avec le projet Biblius. Le processus de rétroaction, la réponse au milieu est extrêmement rapide. C'est sûrement un gage du succès de l'organisme. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Linda, pour cette présentation. On a 15 minutes de pause avant de recevoir Étienne de la compagnie de Marc. Alors, on va tomber dans des enjeux avec une perspective internationale aussi qui vont aborder le marché du livre numérique post-COVID. Alors, on a bien hâte au marché post-COVID. Merci, à tout à l'heure.